Bonjour, je m'appelle Magali Kuhlmann, je suis médecin. J'ai étudié la médecine environnementale à l'Académie européenne de médecine environnementale et je m'intéresse depuis plusieurs années particulièrement à l'impact des champs électromagnétiques artificiels sur le vivant et sur la santé. Alors je suis initiatrice de l'Hippocrate Electrosmog Appeal, c'est un appel qu'on a lancé en Belgique, qu'on a adressé au gouvernement pour demander l'application d'un principe de précaution et aussi pour tenir compte de la situation des personnes électro-hypersensibles qui est pour l'instant très difficile. On a reçu du soutien 1134 soignants belges, dont 539 médecins. Alors, vous voyez aussi apparaître ici le logo d'un projet que j'aimerais pouvoir mettre en place, qui est de redonner accès aux soins de santé aux personnes EHS, parce qu'il faut savoir que pour le moment, les lieux de soins sont équipés de technologies sans fil et donc sont devenus tout à fait inaccessibles aux personnes électro-hypersensibles. Alors, on dit souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Alors, je vous propose un bref historique. Donc, si on se replonge dans l'histoire des découvertes technologiques, on peut retrouver la trace, dès les premières recherches en lien avec l'électricité, de documents qui témoignent que la présence des champs électromagnétiques artificiels déclenche chez certains êtres humains de nombreux symptômes et dérèglements physiologiques. Vers 1746, en Europe, l'homme commence à apprivoiser l'électricité. À l'époque, les chercheurs avaient découvert qu'il était possible de stocker, de condenser l'électricité au moyen de fioles, et ils expérimentaient ensuite la décharge produite, seuls ou en groupe, donc soit pour leur recherche, mais aussi pour le côté ludique en société. Et à l'époque, ils avaient déjà remarqué que, alors que certaines personnes le supportaient très bien, d'autres personnes, comme par exemple le botaniste français Thomas-François Dalibard, qui écrivait dans une lettre adressée à Benjamin Franklin, où il se confiait qu'il souffrait en fait d'une intolérance, d'une sensibilité électrique et qu'il allait devoir arrêter ses recherches à cause de cela. Ensuite, vers la fin du XIXe siècle, période d'électrification étendue, notamment en Europe, on voit émerger une maladie qui touche le système nerveux, qui est diagnostiquée d'ailleurs par un neurologue, la neurasthénie ou maladie de Birt, découverte initialement aux États-Unis. Intense fatigue, maux de tête, hypersensibilité aux stimuli. Alors on voit aussi également apparaître à ce moment-là de manière simultanée aux nouvelles technologies, la maladie des télégraphistes chez les télégraphistes et la maladie des téléphonistes chez les téléphonistes. On retrouve parallèlement à ces observations de terrain des publications scientifiques qui documentent les effets des champs électromagnétiques artificiels de faible intensité sur des systèmes biologiques entiers. Par exemple, grâce à Jacques Arsène d'Arsonval, ce médecin français qui travaillait avec Nikola Tesla, ou Danilevski, chercheur russe qui parlait d'électricité à distance. Ensuite, les technologies utilisant les fréquences plus élevées dans la gamme des radiofréquences micro-ondes voient le jour, et à nouveau nous voyons apparaître les traces de nouveaux syndromes mis en lien avec ces technologies par les médecins et les scientifiques qui les observent. Donc appelé syndrome des ondes radio ou syndrome des micro-ondes. Ici, vous avez une publication d'un médecin allemand au sujet de la maladie des ondes radio, qui conclut que ces effets observés ne peuvent pas être reliés aux effets thermiques, mais bien aux effets non thermiques des micro-ondes. Alors, le syndrome des radaristes, observé principalement chez les militaires en charge des radars, a été abondamment documenté par les scientifiques en Europe de l'Est, avec des descriptions de plus en plus précises touchant plusieurs systèmes, dont le système neurologique et cardiovasculaire. Alors vous avez ici par exemple une étude du professeur Zinaida Gordon sur une cohorte de travailleurs, 1000 travailleurs, en contact avec des radiofréquences qui a été suivie pendant 10 ans, et vous avez toujours les mêmes symptômes et les mêmes conclusions. Alors si vous cherchez un peu, vous trouverez aussi des rapports de la NASA. Ici vous avez déjà une référence à l'histamine. Finalement, c'est en 1991 que le terme EHS a été utilisé pour la première fois par le docteur William Rea aux États-Unis. Et puis, la dermatite de l'écran est un autre terme que l'on rencontre, notamment utilisé par le professeur Johansson et ses équipes, pour décrire les perturbations cutanées observées au niveau de la peau chez les personnes exposées. Donc en conclusion, on peut trouver dans l'histoire différentes appellations utilisées pour décrire des réactions physiologiques indésirables chez certains êtres humains mis en contact avec des champs électromagnétiques artificiels. Certaines de ces appellations ont tendance à évoquer la technologie qui la génère et apparaissent simultanément à celle-ci. Alors après ce bref historique, je reviens à ce qui nous concerne aujourd'hui et je ne vais pas réévoquer tout ce qui a déjà été dit par les scientifiques qui ont pris la parole avant moi, mais j'aimerais simplement rappeler des notions très claires qui concernent le champ de la médecine environnementale. Donc en médecine environnementale, nous devons considérer l'interaction d'un environnement qui a été modifié par l'homme et qui va agir sur un terrain, ici en l'occurrence un être humain.
Et cet environnement, en fait, contient différents déclencheurs, des perturbateurs d'origine chimique, physique, biologique, qui agissent en synergie. La synergie, c'est vraiment le fait que les effets combinés de tous ces agents en présence vont être beaucoup plus importants que si on devait prendre les effets séparés et faire simplement une addition. Ce qui veut dire qu'en présence de multiples agents, vous pouvez avoir des courbes complètement explosives. Alors en fait, c'est quelque chose qui est important à prendre en considération pour bien comprendre pourquoi certaines conditions d'expérimentation sont loin de pouvoir reproduire nos conditions réelles de vie, et donc peuvent parfois sous-estimer grandement l'impact qu'a cet environnement pollué sur les êtres vivants. Alors il faut aussi tenir compte de la susceptibilité individuelle, hein. Donc nous ne sommes pas tous égaux, que ce soit le terrain génétique, il y a un terrain génétique qui a été identifié notamment chez les EHS, MCS, hein, par rapport à la possibilité de détoxification et par rapport à la gestion du stress oxydant notamment, mais il y a aussi donc l'âge et tous les antécédents personnels. Et donc ça c'est vraiment très important. Alors également, il y a la notion de temporalité d'exposition à bas bruit qui fait intervenir un timing qui est différent de celui dont qu'on a l'habitude de concevoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours une exposition massive et aiguë pour avoir un effet important, mais que les expositions chroniques, parfois de faible intensité, à bas bruit mais cumulatives, peuvent finir par déclencher des symptômes, voire des maladies. Alors, les personnes électro-hypersensibles et les personnes chimico-sensibles souhaitent parfois se faire représenter par ce petit canari des mineurs, qui leur était bien utile, puisque lorsqu'il était dans cet état-là, cela voulait dire que les mineurs devaient sortir de la mine et n'avaient pas senti le gaz que le canari lui-même venait de sentir, et voyez l'état dans lequel il se trouve là actuellement. Eh bien, lorsqu'on considère les personnes EHS et LCS, on a parfois envie de dire qu'elles sont à contre-courant, qu'elles sont avant-gardistes, qu'elles nous empêchent d'évoluer, de nous déployer au niveau technologie. Et finalement, ce serait parfois intéressant aussi de changer d'angle de vue, de nous rendre compte qu'elles pourraient simplement être ce petit canari en mauvaise posture, des sentinelles malgré elles qui ressentent ce que nous ne pouvons pas ou pas encore ressentir. Alors, c'est une affection, le HS, qui est peu reconnue, mais qui en tout cas est bien documentée, et je ne vais pas revenir sur tous les éléments scientifiques qui vous ont été amenés aujourd'hui, simplement vous demander de les considérer comme étant assez nombreux et valides pour être pris en compte. Vous avez des livres extrêmement bien référencés, vous avez des sites internet qui renvoient à de nombreuses références, donc voilà. Alors, sans revenir sur toute cette consistance scientifique, je rappelle donc en résumé qu'il y a des mécanismes d'action des champs électromagnétiques artificiels sur les systèmes vivants qui ont bien été identifiés, ils sont résumés pour la plupart en bas du slide, et que nous avons donc une compréhension de cette bioactivité qui survient en dessous des effets thermiques. Et puis, chez les personnes intolérantes ou EHS, nous avons également des explications et des modèles qui permettent de mieux comprendre la physiopathologie de l'EHS et son déclenchement. Alors, pour les adeptes de l'effet nocebo qui seraient encore parmi vous, veuillez bien considérer qu'avant d'envisager cette explication, nous avons de nombreux mécanismes sérieux et pertinents qui sont là pour expliquer la majorité des symptômes et des perturbations que l'on observe chez les personnes EHS ou intolérantes aux champs et rayonnements électromagnétiques. Alors, parlons de l'effet nocebo, une petite minute. L'effet nocebo décrit un mécanisme psychologique qui nécessite d'avoir une perception majorée d'un risque et qui provoque des symptômes psychosomatiques. Donc il faut que la cognition, la pensée phobique, précède la manifestation des symptômes. Or, lorsqu'on connaît l'histoire des personnes électrosensibles, lorsqu'on rencontre ces gens, qu'on les écoute, qu'on apprend à comprendre comment tout ça s'est passé chez elles, on se rend compte que ce n'est pas la bonne séquence d'événements que l'on retrouve dans leurs histoires. Au contraire, c'est l'inverse qui se produit. Donc ces personnes, en fait, n'ont pas peur, n'ont aucune perception altérée du risque, et au contraire, s'exposent énormément. C'était des gens qui étaient même hyper connectés. Il y a des informaticiens, des ingénieurs, des électriciens. Et puis, à cause de cette non-perception du risque, elles se surexposent et finissent par développer des symptômes. Alors au début, elles n'identifient pas ces symptômes comme étant une conséquence de cette exposition, ce qui les amène à continuer à s'exposer. Et à ce stade, un peu d'effet nocebo leur aurait fait du bien, mais en fait, elles n'ont pas eu peur et continuent à se dégrader de plus en plus. Et c'est finalement en général par hasard qu'elles finissent par faire le lien
coupure générale d'électricité, voyage dans un environnement électro-assaini, préservé, ou bien lorsqu'elles sont tellement sensibilisées que les symptômes arrivent instantanément et de façon très violente. Alors, il faut aussi envisager d'évaluer les traitements qu'on préconise et dans le cadre de l'effet nocebo, on préconise la thérapie cognitivo-comportementale qui est celle qu'on préconise pour tous les phobiques, donc un encouragement à une exposition progressive. Alors les études montrent que cette thérapie, ce traitement, donne les moins bons résultats chez les personnes électro-hypersensibles. Il faut aussi considérer qu'on a des effets documentés sur les petits enfants, les fœtus, les animaux et les végétaux, qu'on a des mécanismes physiopathologiques qui ont été identifiés et qu'on a des marqueurs biologiques qui permettent de caractériser cette affection. Alors le diagnostic, en tant que médecin de terrain, le diagnostic est avant tout clinique. Je fais le parallélisme avec une autre affection bien reconnue en médecine qui est la migraine. Il faut savoir que le diagnostic de la migraine ne repose que sur des éléments de l'anamnèse et que tous les examens réalisés sont normaux. Donc en fait, le diagnostic va reposer exclusivement sur la compétence et les connaissances du médecin. Alors il y a des critères diagnostiques pour le HS. Il faut d'abord exclure une autre pathologie pouvant expliquer les symptômes. Il faut reconnaître l'association caractéristique de symptômes. Il faut avoir une reproductibilité des symptômes en fonction de l'exposition. Et puis on peut faire ce qu'on appelle un test de l'éviction. On met la personne EHS dans un environnement qui est électro-assaini. Il faut aussi au niveau des produits chimiques qu'il y ait un certain assainissement. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Il faut pouvoir donner des bons conseils, prendre des bonnes mesures. Et il faut au moins 10 jours parce qu'on doit tenir compte du temps de rémanence, le temps nécessaire à l'organisme pour se régénérer un petit peu. Ensuite, lorsque la personne ira mieux, on lui proposera de se réexposer, de retourner dans son environnement habituel. Et là, en théorie, normalement, les symptômes reviennent assez vite. Et puis, si vous avez une association avec une MCS, une chimicosensibilité, ce qui est le cas dans 30% des cas, alors vous pouvez vraiment asseoir votre diagnostic. Alors, même s'il n'y a pas de code spécifique pour le HS à la classification internationale des maladies, on a quand même un code qui code pour maladie résultant d'une exposition aux radiofréquences qui peut être utilisé pour coder le diagnostic. Alors, au niveau de la reconnaissance, le terme reconnaissance implique différents niveaux et il est vrai que pour reconnaître, il faut d'abord pouvoir connaître. Alors, si on se place du point de vue de la maladie et donc de l'OMS, l'OMS s'est positionnée pour la dernière fois en 2014 et à l'époque, l'OMS reconnaissait le HS comme un ensemble de symptômes réels. Elle disait que ces symptômes pouvaient être invalidants pour la personne touchée. Elle reconnaissait la présence d'une hyperréactivité du système nerveux central et d'un déséquilibre du système nerveux autonome. Et à l'époque, elle disait qu'il n'y avait pas de critères diagnostiques clairs, ni de base scientifique qui relie le HS à l'exposition au champ électromagnétique. Alors, depuis 2014, les recherches, les connaissances ont évolué. Et on peut dire maintenant qu'il y a des critères diagnostiques, il y a des marqueurs biologiques, il y a des guidelines de prise en charge, des mécanismes d'action ont été identifiés, et il y a une reconnaissance du caractère physiologique et non psychologique par les plus grands experts internationaux, qui ont d'ailleurs invalidé l'effet nocebo. Alors cette reconnaissance se situe aussi donc sur le plan scientifique, par une communauté scientifique qui a acquis une connaissance d'expertise, qui deviennent d'ailleurs des lanceurs d'alerte. D'ailleurs, vous avez ici une liste des appels qui ont été lancés depuis les années 2000 concernant l'application d'un principe de précaution. Et chacun de ces appels contient également une demande de protection immédiate et de prise en charge pour les personnes électrosensibles. Certains de ces experts adressent des lettres à l'OMS en demandant à l'OMS de revoir sa position de 2014 et d'intégrer les nouvelles données actuelles concernant le HS. Alors si on se place du point de vue du handicap, selon la définition de l'OMS, le handicap regroupe à la fois les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de vie à la participation, les restrictions de participation à la vie sociale. Pardon. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une définition sociale avant tout. Et d'ailleurs, ici, vous avez l'échelle internationale de classification qui permet d'obtenir et d'évaluer un niveau de handicap. Vous avez le niveau 3, qui est le niveau de la participation sociale, qui est d'ailleurs le meilleur indicateur de qualité de vie. Alors, quand on voit l'impact socio-économique que crée le HS, on constate qu'il y a une réelle exclusion sociale. Ici, vous avez une liste des interdits, une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, vous avez tous les lieux de soins tous les lieux publics étant équipés de technologies sans fil, tous les gens ayant un smartphone sur eux, vous pouvez imaginer la liste des interdits.
Donc vous avez notamment les lieux de soins, de santé, donc que ce soit en intra ou en extra-hospitalier, qui sont devenus inaccessibles. Tous les logements, les problèmes de logement, le voisinage, les antennes, les compteurs communicants, les transports en commun, le travail, les lieux de loisirs, les lieux de vacances, les administrations, les fêtes, les rassemblements, que ce soit les mariages, les enterrements, enfin, où vous avez des êtres humains, vous avez aussi des smartphones. Et puis à l'intérieur, vous avez toujours du Wi-Fi ou d'autres technologies sans fil, donc difficulté aussi de faire ses courses dans les supermarchés. Et même si ça peut paraître plus superficiel, les salons de coiffure également, et même les lieux de culte où vous avez non seulement les smartphones à l'intérieur, mais aussi sur les clochers d'église, vous avez maintenant des antennes relais. Donc la santé des personnes EHS est en danger, il y a une précarité sociale et économique qui s'installe assez rapidement, vous avez parfois une errance, des déménagements, des marginalisations avec des gens qui vont dormir dans leur voiture, qui vont dormir en forêt, dans des grottes, et puis un isolement social majeur qui peut conduire parfois malheureusement à des suicides. Alors au niveau de la reconnaissance, l'EHS a été intégré dans les années 2000 à la liste des maladies professionnelles par le Conseil des ministres nordiques. En 2002, la Suède a reconnu l'EHS comme handicap fonctionnel. Et donc à ce titre, sur base de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, et donc du principe d'égalité des chances, les personnes EHS en Suède ont des aménagements, des accessibilités, notamment dans les hôpitaux. Vous avez des chambres qui sont électro-assainies, mais aussi dans certains espaces publics, et puis aussi des facilités pour les logements. Alors, si on prend les aspects maintenant éthiques et législatifs, on peut se baser sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est quand même un bon socle pour appréhender l'éthique. Et on peut découvrir, comme l'ont fait les auteurs de ce rapport, que un grand nombre de droits fondamentaux chez les personnes EHS est bafoué. Alors rappelons quand même que nous avons la Convention européenne des droits de l'homme qui trouve ses fondements dans cette déclaration. Donc cela montre combien il nous reste beaucoup de travail urgent à fournir pour corriger tout cela le plus rapidement possible. Alors je rappelle aussi qu'exposer ces personnes est délétère, voire dangereux pour leur santé. La seule issue thérapeutique valable reste la non-exposition aux champs électromagnétiques artificiels, et donc l'électroassainissement. Alors ça devrait d'ailleurs être également considéré dans une politique de prévention, puisque l'EHS est en augmentation constante. Mais ça pose aussi cette question éthique relative aux études de provocation, donc qui consiste à exposer volontairement des personnes EHS, donc les mettre à l'épreuve, alors tout en connaissant déjà les limites de ce type d'études, que ce soit au niveau de la non prise en compte du temps de latence, du temps de les rémanence, les biais de sélection, les biais de diagnostic et d'inclusion des personnes EHS, il y a aussi ces questions éthiques du fait qu'elles mettent ces personnes dans une situation où on aggrave leur santé. Alors je vais prendre toujours l'analogie avec les migraineux, mais vous savez, il y a des migraines qui sont déclenchées par des variations atmosphériques, de la pression atmosphérique, et il y a des personnes qui ont des migraines déclenchées comme cela. Et il y a eu à l'époque, j'ai fait des recherches, des épreuves de provocation qui ont été tentées chez ces personnes-là et qui finalement n'ont jamais été très concluantes, donc un peu comme certaines études de provocation actuellement. Sauf que ça n'a rien changé au fait que l'on considère réellement que les variations de pression atmosphérique peuvent déclencher des migraines. Alors pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur les personnes électrosensibles avec ce type d'épreuves qui finalement ne leur font pas de bien et ne les aident pas dans leur quotidien? Alors pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas des études sociologiques, techniques, qui permettraient d'étudier les possibilités de réintégration des EHS dans la société? Ça nous permettrait aussi de respecter l'application de la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention des Nations Unies. Alors il y a d'autres pistes de réflexion. Ne faudrait-il pas surveiller, corriger les propos discriminatoires, psychiatrisants à l'égard des EHS, puisqu'évoquer l'effet nocebo induit une discrimination, puisqu'elle empêche l'intégration de ces personnes dans notre société. Et donc en conclusion, c'est une affection physiologique qui est causée par un environnement qui a été modifié par l'homme. Elle est à contre-courant des déploiements technologiques actuels et ces gens sont victimes d'une double peine. Ils sont victimes du contexte complexe dans lequel elle surgit, donc en lien avec les intérêts d'une industrie puissante, ce qui crée une grande précarité médicale et sociale en plus de la maladie elle-même. Et donc les premiers traitements, c'est vraiment l'accueil, donc l'électroassainissement et la protection des champs électromagnétiques. Alors au niveau médical, il faut former les soignants pour éviter qu'ils continuent à psychiatriser à tort les EHS, et puis redonner aux EHS l'accès aux soins ambulatoires et hospitaliers.
Il faut également mener des campagnes d'information et de prévention vis-à-vis du grand public. Et puis, il faut respecter la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées pour les personnes EHS, comme demandé par le Parlement européen dans sa résolution d'avril 2009, et voir les conséquences de cette application, non comme une régression, mais bien comme un progrès de société. Je vous remercie.